Ça fait un petit moment, hein. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Guillaume Sérieux. Alors pourquoi Guillaume? Parce que je m'appelle Guillaume, et pourquoi Sérieux? Parce que je suis sérieux. Aujourd'hui nous allons reprendre les épisodes de Let's Play Économie, et on va reprendre exactement là où on s'était arrêté il y a fort longtemps, qui était en gros le débat sur la Révolution française, tous les auteurs un petit peu qui ont parlé de tout un tas de choses. Et rappelez-vous, Let's Play Économie, c'est l'histoire de l'économie capitaliste, et là on est allé dans les méandres de celle-ci, réellement dans la pensée, les premières pensées capitalistes, rappelez-vous. On parlait de libéralisme, on parlait de tout ça. Franchement, c'est les épisodes sur Bois-Guilbert, tout ça. On en a quand même fortement parlé. Et il y a une chose qu'on n'a jamais abordée, ce sont les arguments qui ont été proposés à l'époque contre le libéralisme. Et cet épisode est là pour ça. Allez, on attaque. Alors stop au capitalisme, stop à la croissance. Vers 1750, la nation se mit enfin à raisonner sur le blé. Voltaire. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Voltaire! Je crois que ce qui fait rire que toi, moi j'ai même pas compris pourquoi il dit ça. Si Voltaire dit ça, c'est que à partir de 1750 et ce jusqu'à la fin de la décennie, un nombre incalculable de mémoires, ouvrages, traités seront consacrés à la question du commerce du grain. Libéralisé ou pas, et si libéralisation il y a, selon quelles modalités deviendront les questions majeures jusqu'à la Révolution française. Plongeons-nous dans un débat qui a déchiré les soirées entre amis, comme le pain au chocolat et la chocolatine. Pour vous faire une petite comparaison concernant le débat du commerce du grain à l'époque, si je devais le retranscrire dans un débat actuel, ce serait un petit peu comme le débat sur l'ISF ou l'immigration. C'est vraiment des débats qui prennent aux tripes et les gens, ils ont vraiment envie de s'exprimer dessus et ils sont convaincus d'avoir raison. Donc, comme je l'ai dit en préambule de cet épisode, on a vu déjà pas mal d'arguments qui étaient pour le libéralisme, on en a vu en long, en large, en travers. Donc, je vais quand même faire un résumé ici, mais il faut savoir que tous ces arguments-là sont bien plus développés dans mes anciennes vidéos, dans mes anciens Let's Play Économie. Tout est en description. À cette époque, l'économie politique concernant le blé est très protectionniste. Ce sont des tas de réglementations empilées les unes sur les autres qui font que le commerce n'est pas libre et extrêmement contrôlé par l'État. Si l'État fait cela, ce n'est pas pour faire chier bêtement comme on pourrait le croire, mais bel et bien pour protéger les individus, car une hausse du prix du blé est fatale pour ceux-ci. Puisqu'ils n'auront plus accès à la nourriture, le résultat est sans appel, c'est la mort. Ah oui, parce que si jamais on ne mange pas pendant un certain temps, on meurt. Le roi dans le système de monarchie absolue possède le rôle de nourricier. C'est à lui qu'incombe cette tâche, nourrir le peuple. Les libéraux à l'époque, ce ne sont pas les partis de droite un peu chelous, ce sont des réformateurs. En somme, ce sont des gilets jaunes. J'ai bien peur que votre fils ne soit incroyablement con. Ils souhaitent entièrement refonder le système car celui-ci ne fonctionne pas. Mais Guillaume, pourquoi il fonctionne pas le système? Tout simplement car même si la théorie est belle, de la nourriture pour tous à bas prix. La réalité, elle, monsieur Loin, en fait, y a plus de nourriture du tout là, on fait comment? C'était la conclusion très vulgarisée des libéraux. Parmi ces réformateurs, nous pouvons citer le très grand David Hume, qui dans un de ses ouvrages en 1752 critique la France sur le plan céréalier. Même si l'application des règles diverge selon les auteurs, il y a une idée commune. Les famines ne sont pas causées par la malchance climatique ou la mauvaise nature de l'homme, mais sont la conséquence d'une réglementation qui ignore le principe fondamental de l'humanité, la poursuite des intérêts privés. Et oui, le meilleur moyen de s'assurer de l'approvisionnement des marchés, ce n'est pas de fixer une réglementation transformant un marchand de blé en agent d'État, obligé de vendre une certaine quantité à un certain prix. Et non, pas selon les penseurs de l'époque, voyons. Mais bel et bien le laisser poursuivre son propre intérêt. Enrichis-toi, mets le prix que tu veux, vends ce que tu veux, mon petit marchand, j'en suis ému. Lorsqu'il y aura un épisode de famine par exemple, les prix seront hauts car il y aura beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc ça c'est juste la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire que plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, plus les prix montent et inversement. Cette hausse des prix poussera d'autres personnes à venir approvisionner le marché et ainsi augmenter l'offre, diminuer le prix et éviter la famine. Je vais pas revenir dans le détail de toutes ces argumentations car on les a déjà assez vues, notamment dans mon épisode sur Bois-Guilbert. Passons plutôt maintenant aux résistances. Oui, car jusqu'à maintenant on n'a pas parlé des arguments qui étaient contre le libéralisme. En fait, si jamais on n'en parle pas, c'est qu'à l'époque, il n'y en a pas des masses. Au début des années 1760, il n'existe aucune force intellectuellement armée pour s'opposer au mouvement des libéraux. Le libéralisme, je suis à fond pour. D'ailleurs, en 1763 et en 1764, deux édits libéralisant le marché du grain vont être mis en place. Le peuple, du coup, acclamera ces édits, et non, c'est pas du tout vrai, en fait, il y aura une forte contestation populaire. Par exemple, le subdélégué de Quimper affirme que le peuple a des droits sur les denrées de première nécessité, comme le pain par exemple, lorsque la disette frappe. Ce qui veut dire que lorsque les prix montent, le gouvernement a le devoir de fixer les prix bas pour que le peuple puisse s'offrir son pain, et qu'ainsi, personne ne meurt de faim. N'oubliez pas que le roi a un contrat nourricier avec le peuple. On a déjà vu pourquoi c'était un problème pour les libéraux de l'époque, parce qu'en fait ça ne résout pas du tout le problème, ça le multiplie par 1000 et ça le remet à plus tard. D'ailleurs un économiste du nom de Louis-Paul Abeille, il s'appelle Abeille, il a un nom d'insecte,
Bon bref, cet homme explique que la disette est un phénomène naturel et qu'il est impossible d'indiquer les oscillations de prix entre l'abondance et la rareté. En gros, l'offre et la demande sur ce secteur sont constamment vouées à bouger, des fois pour le mieux et des fois non. Comme dit Jean-Paul Abeille, il est aberrant de vouloir endiguer ce phénomène par une réglementation, car pour endiguer un phénomène, encore faut-il qu'il ait lieu. Et ce que dit Jean-Paul Abeille également, c'est qu'en réalité, la réglementation ne fait que masquer le phénomène. Jusqu'au jour où cette dite réglementation ne suffira plus à masquer ce phénomène, et je te parie que ça va mettre un sacré désordre. Donc à ce moment-là, je le disais tout à l'heure, qu'il y a une forte contestation populaire concernant la libéralisation du marché. Mais difficile de savoir s'il y a un réel argumentaire derrière, si ces manifestations sont intellectuellement justifiées, ou si c'est juste le fait qu'on touche à l'économie classique et à la monarchie qui les fait tous bondir. De manière irrationnelle, mais bondir quand même. Il va falloir attendre 1770 pour avoir la critique la plus brillante et la plus argumentée contre les édits libéraux. Elle nous est présentée par un napolitain, Ferdinando Galliani. C'est drôle, il a le même prénom que le mec chez qui je commande les pizzas. Son ouvrage prend la forme d'une agréable discussion où il va dénoncer la vanité du système libéral. Commençons par le principal, le laisser-faire, laisser-passer libéral considère l'espace comme homogène alors que ce n'est pas la réalité. Le monde est hélas bien plus compliqué que cela, et une politique libérale dans une ville comme Venise par exemple, une cité portuaire ouverte sur le monde, sera bien plus bénéfique qu'une politique libérale dans une région productrice entourée de provinces déficitaires comme la Castille, où là ça ne sera pas bénéfique, bien l'inverse. Comme dit Galliani, un seul canal peut changer toute la police des blés d'une province ou d'un royaume entier. Cet argument qui consiste à dire que les libéraux sont incapables de souligner la diversité des espaces est un vrai problème. Car la quête des intérêts privés dans notre exemple précédent poussera toujours les marchands à venir commercer à Venise. Et commercer à la Castille sera toujours moins intéressant. L'équilibre final sera alors l'exode de la Castille au profit de Venise, ce qui pose d'autres problèmes, notamment démographiques. Un autre contre-argument de Galliani est le suivant. Les effets positifs attendus par les mesures libérales ne sont pas immédiats. Et les populations les plus démunies ne pourront pas toujours attendre que les salaires s'ajustent ou que les prix baissent. Prenons l'exemple d'une entreprise au pif. Imaginons pour des raisons X ou Y que l'offre reste stable mais la demande augmente. Les prix alors mécaniquement augmenteront. Selon les libéraux, du fait que les entreprises engrangent plus d'argent, on devrait voir une augmentation également des salaires. Sauf que celle-ci, forcément et mécaniquement, elle est différée dans le temps. Et ce sera pendant ce laps de temps où les salaires n'auront pas bougé mais pourtant les prix auront augmenté qu'il y aura de la casse parmi les plus démunis. Un autre point que soulève Galliani, plus politique celui-ci, et un contre-argument plus d'époque aussi sera moins compréhensible que ceux que je viens d'énoncer. Toucher au grain, c'est toucher à la constitution de la monarchie, celle-ci même qui est basée sur l'inégalité des rangs. Parce qu'à l'époque, suivant le rang que tu possèdes, tu as le droit ou non de faire certaines actions, comme vendre des grains par exemple. On en a parlé dans un épisode que je vous mets en description. Par contre les amis, c'est un vieil épisode, alors ne soyez pas trop critiques envers moi. Et forcément, mécaniquement, une libéralisation des grains fondée sur le même système ne va avantager qu'une partie de la population, celle qui a le droit de vendre, et ainsi créer d'énormes inégalités. De ce fait, mécaniquement, et vous l'avez compris depuis le début de cet épisode, l'offre étant basse et la demande forte, les prix augmenteront. Et pour que le système libéral de l'époque fonctionne, et c'est ce que tous les penseurs s'accordent à dire de manière implicite, il faut que le système change et que tout le monde soit égal, que tout le monde ait le droit de poursuivre son propre intérêt, même si celui-ci est de vendre des grains. Ce qui suppose inéluctablement un autre système, plus démocratique, plus républicain, et ça déplaît à beaucoup de personnes qui, par peur, ne souhaitant rien que le système change. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, je vais boucler ça rapidement parce que j'ai plus de batterie nulle part. Donc si tu as aimé, tu peux liker, partager et t'abonner. Donc concernant les épisodes, j'aimerais bien en faire de plus en plus souvent, hein, voilà, on va essayer de reprendre des bons rythmes. Je vais faire comme Science for All, là je pense qu'on va bientôt boucler la Révolution française, puis après on passera à un autre sujet, on va faire un bond de 10 ans, 20 ans en avant, où on traitera plutôt la Révolution industrielle, sur le plan français bien sûr, la France passera toujours au premier plan par rapport aux autres pays. On va avancer de cette sorte, hein, j'aime bien ce genre de format. Voilà, donc sur ce, à plus et à la prochaine.